Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par moi-même. Et cette semaine, ce sera sur le RGPD et les 5 bonnes pratiques, bons conseils pour justement adopter le RGPD dans votre entreprise. Cette session va être enregistrée, elle sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube, également partageable évidemment à l'issue de ce webinaire. Je vous invite à poser vos questions au fur et à mesure dans la zone de commentaires et dans le chat et je me ferai un plaisir d'y répondre à la fin. Eh bien écoutez, je vous propose de démarrer dès à présent. Alors, quels seraient donc ces bons conseils pour respecter le RGPD? Peut-être qu'avant d'entamer ces 5 bons conseils, je vous propose de refaire peut-être un petit topo sur le RGPD en lui-même. Le RGPD, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle le Règlement général sur la protection des données. C'est un cadre juridique qui a été mis en place par l'Union européenne en 2018 pour renforcer et harmoniser la protection des données personnelles des citoyens européens. Il s'applique à toutes les entreprises qui traitent les données des résidents de l'Union européenne, indépendamment de leur localisation géographique. Donc, ça peut être également des entreprises américaines qui fournissent des logiciels, par exemple, qu'utilisent des cabinets prestataires en France. Pourquoi c'est important ce RGPD pour les entreprises? En fait, pour moi, il y a 5 grands avantages. La première avantage, c'est la confiance et la réputation. Respecter le RGPD, ça permet de renforcer la confiance des clients et des partenaires commerciaux. Les consommateurs sont de plus en plus sensibilisés à la protection de leurs données personnelles et ils préfèrent, très logiquement, collaborer avec des entreprises transparentes et qui sont elles-mêmes respectueuses de leur vie privée. C'est aussi une conformité légale, bien entendu. Ne pas se conformer au RGPD peut entraîner des sanctions sévères, y compris des amendes qui peuvent aller jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires annuel mondial de l'entreprise, le montant le plus élevé étant retenu. Ces amendes, vous l'imaginez bien, peuvent avoir des répercussions financières importantes pour toute entreprise. Ce qui est à noter, c'est qu'il existe également une procédure simplifiée qui est encore plus largement répandue sur des entreprises moins médiatisées. La procédure en elle-même plafonne les amendes, mais on parle quand même de 25 000 euros en cas de contrôle de choses qui ne vont pas et qui ne sont pas corrigées dans les délais qui sont impartis. Et enfin, pour montrer l'importance et l'enjeu de se conformer légalement, chaque année, les plaintes auprès de la CNIL augmentent et sur 2023, elles ont augmenté de 52% par rapport à 2022. Le troisième point, qui est également important et important pour vous en tant qu'entreprise, c'est la sécurité des données. En fait, le RGPD incite à améliorer les mesures de sécurité pour protéger les données personnelles contre les violations et les cyberattaques. En sécurisant les données, du coup, les entreprises protègent également leurs propres intérêts et réduisent le risque de pertes financières et de réputation due à des incidents de sécurité. Le quatrième avantage, c'est le respect du droit des individus. En fait, le RGPD accorde des droits étendus aux individus, tels que le droit d'accès, de rectification, de suppression, de portabilité des données. Et en respectant ces droits, les entreprises montrent qu'elles respectent les libertés, les droits fondamentaux de leurs clients, mais également de leurs salariés, ce qui est important en termes de marque employeur, ce qui ne peut qu'améliorer les relations des uns et des autres avec notre propre entreprise. Et enfin, c'est un avantage concurrentiel. Évidemment, on est tous censés se conformer au RGPD, mais une entreprise qui se distingue particulièrement par sa conformité au RGPD peut utiliser cela comme un argument de vente. En mettant en avant sa conformité, elle va toucher notamment les clients qui sont soucieux de la protection de leurs données personnelles et se démarquer ainsi de ses concurrents. C'est aussi une étape indispensable pour répondre à des appels d'offres sur le marché public. Voilà. Et enfin, euh, pour un même métier, 2 entreprises qui font exactement le même métier, mais l'une qui respecterait le RGPD, l'autre qui ne le ferait pas,
Celle qui le fait pourrait très bien attaquer son concurrent pour concurrence déloyale. Et il y a eu plusieurs jugements sur les mois passés qui ont donné raison à la personne qui est venue porter plainte. Voilà un petit peu pour ces enjeux, ce qu'est le RGPD. Ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer concrètement dans les conseils qui vont aller derrière. Alors, le RGPD, qu'est-ce que c'est? Ça va consister à cartographier les données de son entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir identifier dans chacune de vos entreprises toutes les données personnelles qui sont à votre possession. Donc, ça peut être à la fois des informations d'identification basiques, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse email, par exemple. Également des données financières, des numéros de carte bancaire, des coordonnées bancaires, des informations de facturation. Des données sensibles aussi, en fonction de vos métiers, des données relatives à la santé, aux opinions politiques, aux croyances religieuses, des informations génétiques, biométriques ou d'orientation sexuelle. Donc, il va falloir répertorier toutes ces données, regarder quelles sont les sources de ces données, quels sont les points de collecte, comment je les récupère, qui a accès à ces données, et quels sont les canaux de communication. Est-ce qu'on parle de sites web, d'applications mobiles, de points de vente physiques, d'appels téléphoniques? Donc ça, ce sont toutes les sources. Ensuite, on va regarder où les données sont stockées. Est-ce que ce sont dans des systèmes ou des bases de données type serveur interne, serveur Cloud, base de données relationnelles, CRM, fichiers Excel, documents papier? Et quels sont les processus de sauvegarde que vous avez prévus? Est-ce que vous avez fait des copies de sauvegarde? On en reviendra, mais évidemment, il faut en prévoir. Des archives? Est-ce que vous avez des systèmes de récupération en cas de sinistre? Et après, on va regarder le pourquoi. Qu'est-ce que vous faites finalement de cette donnée? Quelles sont les finalités du traitement? Est-ce que c'est pour améliorer des services? Est-ce que c'est pour faire des campagnes de marketing? Est-ce que c'est pour une exécution contractuelle? Euh, Quels sont finalement les objectifs? Et évidemment, est-ce que ces données, elles restent qu'au niveau de votre entreprise, mais est-ce qu'elles sont partagées avec ce qu'on appelle soit des sous-traitants, soit avec des partenaires commerciaux, peut-être avec des services de livraison, peut-être aussi dans un système de facturation avec votre expert comptable, ou si ce sont sur vos salariés, pourquoi pas, si vous externalisez la paye, que ce soit à travers votre comptable ou un gestionnaire de paye, où vont finalement ces données. Tout ça, c'est important derrière de le documenter à travers les registres de traitement, où là, on va retrouver le nom, les coordonnées des personnes qui sont responsables finalement de ce processus, et pourquoi, la catégorie de personnes concernées, les délais de conservation, les mesures de sécurité surtout que vous avez mises en place pour protéger les données, à la fois pour la personne qui vous les a confiées, mais aussi pour votre entreprise. On va également avoir ce qu'on appelle la politique de confidentialité. On y reviendra un petit peu plus tard, mais qui va rendre de façon transparente, donner les informations sur les données que vous collectez, leur utilisation, les droits des individus. Donc finalement, vous avez compris, cette cartographie, ça va être un QQCQP. Qui, quoi, comment, combien de temps, le quand et pourquoi. Voilà. Les outils de cartographie, il en existe plusieurs. Ça peut être également fait sur des logiciels type Microsoft. L'essentiel, c'est de répondre à chaque fois à l'ensemble de ces questions. Et derrière, évidemment, de le partager avec les équipes, de les former et de les sensibiliser. Donc voilà pour cette approche du RGPD. Et ce premier conseil. Second conseil, c'est mettre en place une politique de confidentialité claire. On en a parlé, les individus sont de plus en plus formés à ce sujet, et même nous-mêmes, en tant qu'individus, nous aimons savoir ce qu'il est fait de nos données. Trois points à surlever. D'abord, la transparence. Donc, il faut vraiment, dans cette politique de confidentialité claire, donner les informations clés. Quelle est la nature des données collectées, le pourquoi, les finalités, sur quelle base légale,
Et cette base légale va déterminer une durée de conservation. Si vous conservez les données d'un client et avec une garantie de 10 ans derrière, ben, il va évidemment falloir que vous conserviez trace de cette prestation, de cette vente, pour pouvoir assurer le SAV et puis bah, pouvoir retrouver le dossier en cas de recours. Alors après, il y a plus ou moins de façons. On aura l'occasion peut-être d'en reparler à travers vos questions. Oui, tout à fait de garder actif un client, si vous voulez. On peut aussi l'archiver et puis créer une procédure pour permettre d'aller chercher les informations derrière. On va également indiquer dans cette politique de confidentialité, en clair, comment on respecte les droits des individus. Euh, Comment ils peuvent accéder aux données que vous avez en leur possession, comment est-ce qu'ils peuvent rectifier ces données-là, comment ils peuvent les faire effacer éventuellement, notamment si ces données ont été collectées, par exemple, suite à un salon, dans une démarche de prospection, les personnes peuvent souhaiter, parce que elles ont trouvé leur super designer d'espace, bah, que les autres ne les sollicitent plus, et donc ils sont tout à fait en droit de vous demander d'être supprimés de la base de prospection. L'opposition également au traitement des données ou encore la portabilité. La portabilité, c'est la capacité que vous allez devoir avoir de pouvoir extraire sur la demande des individus les données personnelles que vous avez en votre possession. Ça existe notamment lorsque l'on est salarié, qu'on quitte une entreprise, par exemple, et qu'on a besoin de tenir son plan de formation, ses évaluations, un certain nombre de documents qui vont permettre de soit retrouver un emploi, de faire valoir ses droits à la retraite, etc. Et enfin, dans cette politique de confidentialité, vous allez retrouver les méthodes de communication, qui contacter et comment. Souvent, ce que je conseille à mes clients, c'est d'avoir une adresse spécifique. Ça vous permet, au milieu d'un certain nombre de mails, bah, de pouvoir avoir une boîte et tout de suite avoir connaissance des alertes et des demandes, puisqu'en moyenne, on a un mois pour traiter. C'est ce qu'on appelle un délai raisonnable les demandes d'accès, enfin, tout ce qu'il peut y avoir autour des données personnelles, au-delà des un mois. euh, Si la personne porte plainte, la CNIL peut considérer que vous n'avez pas répondu assez tôt. Quels incontournables dans cette politique de confidentialité? Ben, évidemment, les informations générales, le nom de votre entreprise, ses coordonnées, qui est le DPO, la description des traitements de données, donc avec le détail, hein, pour le coup, du type de données, là et toujours les finalités, sur quelle base légale vous les collectez, le partage des données, qui va avoir accès à ces données et quelles sont les mesures de protection qui ont été prises pour éviter que ces données ne partent de partout. Voilà, et puis évidemment, dans ces mesures de sécurité, ben, on va retrouver des notions de chiffrement, d'accès sécurisé, par exemple. Les bonnes pratiques pour cette politique de confidentialité, c'est de les mettre en ligne sur le site web de l'entreprise. Aujourd'hui, on a 85% des entreprises qui ont un site internet. Les mettre en ligne, ça vous permet de les mettre à jour. Il suffit qu'il y ait un élément qui change, ne serait-ce que la personne qui traite les données et le traitement dans votre entreprise ne soit plus la même. Ça permet de l'avoir à jour. Ça permet également, sur vos conditions générales de vente, par exemple, quand vous faites un devis, dans cette clause de données personnelles que vous devez insérer, de pouvoir indiquer le lieu où on peut consulter la politique de confidentialité qui aura été mise à jour. Ensuite, c'est aussi un avis de confidentialité. Par exemple, il est obligatoire aujourd'hui sur les sites Internet qui collectent des données d'Internet, des informations de navigation, hein, tout simplement, combien de pages ont été vues, de quelle région viennent les personnes, etc., d'avoir une bannière de cookies sur le site qui dit explicitement de demander, oui, j'accepte les cookies. Puis il peut aussi dire, bah, attendez, vous êtes obligé de prendre des cookies, sinon le site ne va pas marcher. On le trouve beaucoup sur des sites de recettes de cuisine où soit vous acceptez les cookies, soit, ok, pas de cookies, mais vous devez payer un abonnement pour avoir accès au contenu. Également, pensez à mettre cet avis de confidentialité en bas des mails envoyés. On parlait de portabilité des données. S'il est indiqué sur les mails que des informations contenues sont confidentielles, vous pourrez être en droit de ne pas les communiquer dans le cadre de la demande que vous faites, par exemple, un ancien salarié qui voudrait avoir trace de toute correspondance qui le concerne.
Enfin, les mises à jour. Évidemment, cette politique de confidentialité, elle ne doit pas être figée dans le temps, elle doit être mise à jour en fonction des évolutions législatives, technologiques ou d'organisation que vous pouvez avoir au niveau de votre entreprise. Donc voilà pour ce conseil numéro 2, mettre en place une politique de confidentialité claire et ainsi assurer une transparence sur ce que vous mettez en place sur ce sujet dans votre entreprise. Le troisième point, ça va évidemment concerner la personne qui confie ses données personnelles, mais ça aussi vous concerne vous en tant qu'entreprise, ces données personnelles. Ça fait partie des trois richesses de votre entreprise. La première richesse, c'est votre savoir-faire, évidemment, sur soit des produits, des services, votre méthode, ce qui va vous être propre, qui va faire votre ADN. Votre seconde richesse, ce sont vos équipes ou vous-même si vous travaillez en indépendant. Et puis cette troisième richesse, ça va être ces données, vos clients, vos prospects, toutes les informations personnelles que vous avez pu collecter qui sont essentielles au développement de votre activité. Donc c'est très important pour vous d'assurer cette sécurité des données également. La sécurité, c'est à la fois des mesures techniques et des mesures organisationnelles, techniques, type chiffrement des données, contrôle d'accès, pare-feu, protection des réseaux, la permanence des attaques sur chacune des entreprises. Vous ne le voyez pas si vous avez des bonnes sécurités. Si vous ne les avez pas, vous pouvez être soumis sous différentes formes à des actes de malveillance. Et évidemment, il y a les sauvegardes et il y a la récupération. Ce que prévoit le RGPD, ce que demande la CNIL, qui est l'organisme qui en France contrôle le RGPD, c'est 3 sauvegardes sur 2 supports différents. Ça permet ainsi, si jamais demain, vous renversez, vous travaillez sur un ordinateur portable, pas de chance, vous renversez votre café, le truc il fume, ça marche plus, vous savez que votre travail, il n'est pas perdu parce qu'il est aussi stocké à un autre endroit. Si demain vous vous faites pirater, dont acte, vous évidemment couper votre ordinateur des autres ordinateurs qui peuvent être connectés sur le réseau, tout en restant branché pour permettre aux services informatiques d'essayer de corriger la situation, mais d'avoir sur un second support votre sauvegarde, ça permet de récupérer ces sauvegardes, de s'assurer qu'il n'y a pas de petits fichiers malfaisants qui traînent dessus avant de le récupérer. Très important cette phase de récupération. J'ai connu des cas de clients qui faisaient bien ces sauvegardes, mais qui n'avaient jamais testé de récupérer la version sauvegardée. Et malheureusement, le jour où ils ont eu besoin, la version n'était pas exploitable. Donc, allez jusqu'au bout du processus. Ça peut être également des mesures organisationnelles. 91% des cyberattaques aujourd'hui se font du fait d'une erreur, un grand mot, humaine, un fichier qu'on accepte, une connexion, un virus qu'on va venir à son insu, bien entendu, télécharger sur un ordinateur professionnel. Ou alors, c'est simplement, des fois en consultant sa messagerie, en se branchant sur le Wi-Fi d'un aéroport qui n'est pas sécurisé. Voilà, donc c'est autant de choses, de pièges qu'il faut éviter et qu'on peut éviter en sensibilisant et en formant les employés à ces problématiques. Ça sert à titre professionnel, mais également à titre personnel, donc ils sont en général très friands. C'est aussi d'avoir une procédure pour gérer les incidents. Bon, voilà. Si demain vous documentez bien vos traitements de données, vous avez une politique de confidentialité claire et derrière, malgré tout, ce que vous avez mis en place, vous le faites pirater, c'est important d'avoir une procédure pour dire comment réagir et notamment, il faut, sous 48 heures, déclarer, dès que vous en avez connaissance, à la CNIL le fait que vous ayez volé vos données, ça vous protégera de toute poursuite. Et derrière, il faudra évidemment prévenir vos clients ou les personnes dont vous avez collecté les données, qu'elles ont été piratées, qu'ils doivent se méfier. On voit là-dessus beaucoup d'informations, que ce soit sur des services bancaires, des opérateurs, type Free, qui avaient ainsi adressé à leurs clients une alerte en disant, écoutez,
Voilà, on ne connaît pas l'ampleur. Par contre, on sait qu'il s'est passé quelque chose. Donc, soyez très vigilants sur les sollicitations et en tout cas, n'acceptez aucune sollicitation de notre part qui ne soit pas sous telle charte, telle charte, telle charte, parce que sinon, il y a de grandes chances que ce soit la suite de ce qu'on a vécu. Faire des contrôles et des audits, notamment sur les entreprises les plus importantes. Et pensez également, ces données personnelles, elles sont confidentielles. Ça veut dire qu'il est important d'avoir des politiques de confidentialité et des accords de non-divulgation des données auprès de vos collaborateurs. Alors que ce soit auprès des collaborateurs, mais également des collaborateurs versus les données clients auxquelles ils ont accès. Voilà. Pour simplement remettre quelques chiffres, hein, et pourquoi c'est important, c'est qu'aujourd'hui, il faut savoir que sur 5000 notifications de violation de données, et elles apparaissent pas toutes, reçues par la CNIL, 43% du total sont des attaques par rançongiciel. On est sur des rançons moyennes autour de 20-25 000 euros pour les PME. On est une cible intéressante parce que l'individu n'a pas forcément les moyens financiers de payer ces sommes-là. Les grosses entreprises sont trop bien protégées. Et donc, il y a entre les deux tout un monde d'entreprises, notamment les TPE, PME, sur lesquelles les hackers adorent se déchaîner. Sur 100 sanctions prononcées par la CNIL, sachez qu'il y en a une sur trois qui concerne des manquements à la sécurité des données. Donc, voilà, c'est aussi sanctionnable, au-delà de la peine que vous pourrez avoir. En 2023, le hameçonnage, le phishing, la récupération des données, c'est 1,5 million de consultations sur les formes de hameçonnage qui existent. Donc ça va des faux SMS qu'on reçoit qui nous informent de la livraison d'un colis. Ainsi, ils récupèrent quelques informations ou des faux sites, enfin, voilà, ou des gens qui vous incitent à appeler un numéro qui recueille des informations par rapport à ça. Il y a eu également 80 000 consultations, soit 78% de plus sur cybermalveillance.gouv.fr sur les escroqueries aux faux conseillers bancaires. On a eu 280 000 demandes d'assistance en ligne sur la même plateforme en 2023 via l'outil de diagnostic en ligne. Donc, ça montre bien que ce sujet, il intéresse, qu'il y a des personnes qui sont conscientes de leurs droits, qui s'en inquiètent. Et il y a eu plus de 3,2 millions de visiteurs, soit 53% de plus qu'en 2022. Donc, on ne parle pas d'un micro-phénomène caché qu'on a envie de mettre sous le tapis, on parle vraiment d'un mouvement de fond de société, et plus ce sera numérisé, plus les personnes seront sensibles à ce sujet. Quatrième conseil, c'est gérer les consentements et les droits des individus. Donc, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que lorsqu'on collecte les données, on doit également s'assurer du consentement. Donc, c'est une exigence clé qui impose d'obtenir un consentement clair et explicite. Donc, ça peut prendre la forme de formulaires, de boîtes de consentement, des cases à cocher. Il n'y a rien de mieux, d'informations complètes. On revient à la politique de confidentialité et de documenter, de prouver le consentement, donc de les enregistrer, de savoir gérer des préférences également dans des comptes. C'est également, une fois qu'on a eu ce consentement, de respecter le droit des individus. Donc, à ce niveau-là, il y a 5 grandes obligations. La première, c'est le droit d'accès. Donc, réponse au droit d'accès, demande d'accès, portail utilisateur. Voilà sont les solutions que vous pouvez mettre en place. Vous avez également un deuxième droit qui est le droit de rectification et d'effacement. On va pouvoir corriger les données ou effacer ces données. Corriger les données, c'est un salarié qui déménage, hein, tout simplement, et qui veut que sur son bulletin de paye, il y ait sa nouvelle adresse. Donc ça, ce sont des procédures qu'on met en place. Voilà, il faut simplement rajouter cette notion de RGPD dedans. Le droit de portabilité, donc ça c'est le transfert des données, ça va être votre capacité technique d'arriver à exporter les données sous un format CSV, Excel que vous avez en possession de l'individu. Vous pouvez le faire dans l'absolu dès que quelqu'un connecte vos données personnelles, vous pouvez vous amuser entre guillemets à demander quelles sont les données en leur possession. Le droit d'opposition et de limitation du traitement. Opposition, c'est par exemple sur le marketing direct. Vous êtes intéressé à un moment sur un site de voyage, un certain nombre d'informations, puis après vous recevez plein de newsletters, vous dites stop,
il faut prévoir, notamment en cas de newsletter, systématiquement un lien pour se désabonner. J'incite d'ailleurs toutes les personnes qui font des newsletters de passer, il y a des outils qui sont gratuits, mais qui proposent cette fonction. J'ai eu malheureusement des cas de personnes qui passaient par Gmail, mais qui du coup ne savaient pas proposer cette opposition au traitement et qui se sont pris des avis très négatifs concernant leur entreprise en disant qu'il y avait du démarchage commercial abusif et des plaintes évidemment auprès de la CNIL. Limitation du traitement, c'est en cas de contestation concernant les données. Et enfin, eh ben, il faut aussi notifier, on en parlait un petit peu dans l'exemple de Free, la violation de données. Donc, il faut prévoir une procédure et des moyens de communication au cas où il arriverait quelque chose à votre entreprise. Ça vous permet, avec les sauvegardes, d'informer. Il vaut mieux prévenir que guérir, être très prudent sur ces sujets. Évidemment, ne pas oublier de déclarer ça à la CNIL. Donc voilà, c'est vraiment ce quatrième point, comment vous organiser pour gérer les consentements et les droits des individus. Enfin, dernier conseil, c'est de documenter et de mettre à jour ces pratiques RGPD. Donc, matérialiser finalement tout ce que vous allez faire. Donc, la première chose matérielle, ça va être le registre des activités de traitement avec un contenu qui est obligatoire, c'est le fameux qui, quoi, quand, comment, pourquoi et où. Donc, il me manque presque un où, plus les mesures techniques et organisationnelles de sécurité que vous allez mettre en place. Pensez à le mettre à jour régulièrement dès qu'il y a un changement dans l'activité. Pour ça, il faut qu'il y ait une personne qui soit plus spécifiquement responsable de ce sujet. Quand les structures sont très petites, c'est souvent le gérant lui-même qui s'en occupe, mais après, on peut avoir des responsables administratifs, des responsables du service informatique, ça peut être des DPO en interne ou également en externe si vous n'avez pas le profil de la bonne personne que vous souhaitez mettre sur cette fonction. Évidemment, ça va s'appuyer sur des politiques et des procédures internes, politiques de confidentialité, des procédures de réponse aux incidents, la formation et la sensibilisation à la protection des données. Et enfin, on va retrouver tout ce que vous faites dans vos contrats, vos accords, donc que ce soit dans les contrats de sous-traitance, si vous protégez vos données, mais que derrière vous les confiez à un sous-traitant qui ne le fait pas, c'est vous qui peut, enfin, si en tout cas vous ne vous êtes pas assuré qu'il en prendrait soin, c'est vous qui pouvez en être jugé responsable et ou à travers des accords de non-divulgation. Dans de plus en plus de formes contractuelles, nous avons de toute façon une clause concernant les données personnelles. On les retrouve dans les contrats de travail et dans les CGV. Vous l'avez compris, la clé de succès, c'est une revue régulière. Dès qu'il y a un changement, le RGPD n'est pas là pour vous empêcher de faire les choses. Il faut juste tenir compte de ce cadre pour pouvoir finalement documenter et les faire conformément à la loi, tout simplement. C'est veiller aux évolutions législatives sur ce sujet, mettre à jour les politiques et les procédures dès lors que c'est nécessaire et les divulguer. Et ce qui est important pour que ça marche, c'est que l'impulsion vienne du plus haut de l'entreprise pour pas avoir l'impression que c'est une contrainte supplémentaire qui vient être rajoutée dans le travail ou une tâche de plus, sinon vous n'arriverez pas à embarquer vos différentes équipes. Donc le RGPD, c'est vraiment un sujet très important pour chacune des entreprises, ne serait-ce que pour protéger les intérêts de votre entreprise à travers les 5 bénéfices que je vous ai présentés juste avant. C'est également quelque chose qui ne peut que vous rendre plus performant, efficace. Vaut mieux être prêt, quitte à jamais s'en servir. Je pense qu'en tant qu'employeur potentiel, ça va aussi rassurer vos collaborateurs et donner une bonne image de votre entreprise et de vos pratiques, et ils seront d'autant plus meilleurs ambassadeurs. Voilà, c'est un cadre. Alors, le cadre peut être plus ou moins contraignant, évidemment, à mettre en place, mais il existe des solutions. Et je vais finir avant d'aborder les questions justement sur ce qu'on peut éventuellement vous apporter, nous, en tant que cabinet de conseil spécialisé sur la question, sur ces domaines. Moi, je rencontre 4 cas. Le premier, ce sont des personnes qui ont juste besoin d'informations, de se tenir au courant de l'actualité juridique.
ça peut être des DPO, des personnes qui ont fait la démarche. Bah là, sachez que nous avons mis en place une chaîne YouTube FD Conseil 44, sur lesquelles vous pourrez retrouver des vidéos comme celle d'aujourd'hui. Nous avons également possibilité de vous inscrire via le site fdconseil44.fr à notre newsletter. Vous pouvez nous suivre sur LinkedIn ou directement consulter les différents articles qu'on peut faire sur les différents sujets sur notre site Internet. Ça, c'est le premier cas, voilà, de l'information et ça participe à la veille juridique et donc au succès. Le second point, vous êtes indépendant, vous aimez faire les choses par vous-même, bien comprendre, parce que bah, demain vous serez responsable de ce traitement de données. Nous proposons désormais une formation qui dure sur 3 demi-journées, 2 en présentiel, pour comprendre le RGPD, les pièges à éviter, tous les cas en disant « Oh là là, attention, danger !» mais également tout ce que ça peut vous apporter et réaliser cette démarche d'audit, de cartographie et de registre de traitement par vous-même, mais avec l'accompagnement d'un expert. Troisième cas que l'on peut rencontrer, c'est que dire, bah, moi, ça me paraît très clair, j'ai toutes les informations qu'il me faut, je veux le faire par moi-même. Et ben, on peut vous proposer un pack de registres de traitement qui ont été conçus par nos experts en RGPD. Donc, vous avez le bon cadre. Et on vous propose une formule avec le pack registre de traitement, comme on l'utilise évidemment derrière sous forme de notice, mais également d'avoir un interlocuteur pendant 1 heure qui va vous faciliter la prise en main et répondre à vos premières questions par un juriste. Voilà. Et enfin, la dernière offre et solution que nous proposons, qui est celle qui aujourd'hui a le plus de succès, notamment auprès des PME, c'est un accompagnement de A à Z pour mettre votre entreprise en conformité. Donc là, on s'occupe finalement, alors évidemment, on va vous solliciter, c'est vous qui connaissez le mieux les pratiques, mais à travers un questionnaire et un échange qui dure à peu près 1 heure ou 1 heure et demie en fonction du nombre d'interlocuteurs clés que vous avez, qui a lieu par téléphone avec un juriste, bah, finalement de l'audit de départ et de cette cartographie de données personnelles jusqu'à la réalisation de vos registres de traitement que nous formaliserons, l'aide à la constitution de la documentation, le contact de vos sous-traitants si vous le souhaitez pour s'assurer qu'eux-mêmes ont une politique conforme au RGPD derrière et un certain nombre de documents. On parlait de clauses de non-divulgation, par exemple, que nous vous apportons dans le cadre de cette prestation. Voilà. Pour nous contacter, vous avez ici toutes nos coordonnées, numéro de portable. Moi-même, je suis Florence Delagneau. Notre site internet et l'adresse mail. Voilà. Et en termes de questions, merci. Ravi que vous ayez pu assister à ce webinaire. Alors, est-ce que le RGPD concerne toutes les entreprises? Écoutez, dès lors qu'une entreprise a soit des clients, ce que je souhaite évidemment à chaque entreprise, des prospects ou des salariés, vous allez être amené logiquement à... bah, c'est obligatoire de collecter des données personnelles, donc oui, c'est obligatoire. Faut-il des mesures particulières en cas de vidéoprotection? Oui, alors ça dépend en fait de la vidéoprotection que vous utilisez. Soit c'est une vidéoprotection qui est mise en place en dehors des heures d'ouverture finalement de votre entreprise qui sert à faire de la sûreté hein, et de faire du prévol, bah là non, parce que vous allez simplement informer sur le site évidemment que vous avez ce système de vidéoprotection. Si par contre vous êtes amené à filmer des visiteurs, des collaborateurs, ne serait-ce que parce que vous avez une caméra qui filme en permanence sur une entrée hein, de votre entreprise, oui, il faudra documenter évidemment ce que vous faites des images, qui c'est qui y a accès, pourquoi est-ce que vous les conservez, etc. Et vous ne pourrez utiliser ces images que dans le cadre que vous aurez défini. Voilà. Donc, tout à fait. Alors, quelle est la différence entre la politique de confidentialité et les conditions générales d'utilisation d'un site au CGU?
J'ai plein de questions, c'est très intéressant, merci beaucoup. Les CGU, c'est ce qui va être spécifique à votre site Internet, donc qui va concerner les cookies que vous êtes amené éventuellement à installer sur l'ordinateur de la personne s'il y a besoin. Ou pas, d'ailleurs, ça peut être une absence de cookies. C'est un peu tout le suivi que vous allez faire, que vous allez venir documenter. La politique de confidentialité, elle est beaucoup plus large. Elle va concerner évidemment si vous avez des pratiques sur votre site Internet, mais tout le reste en fait. Le suivi, les commandes, c'est vraiment tout votre traitement de données personnelles que vous allez mettre à cet endroit. Très bien. Bah, écoutez, j'ai été un tout petit peu plus longue que prévu. Je vous remercie beaucoup pour tous ces échanges. Je vous réaffiche mes coordonnées, comme ça, n'hésitez pas à me ressolliciter directement, ne serait-ce que pour avoir un devis ou pour qu'on échange davantage sur vos besoins, vos problématiques. Ça, c'est gratuit et ça ne vous engage à rien. Et c'est avec plaisir si ça peut vous aider dans votre entreprise. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une très belle fin de semaine et je vous dis peut-être à bientôt pour un prochain webinaire. Je vous donne rendez-vous au mois de janvier maintenant. Merci bien.